Le premier thème de ce matin va être un échange croisé entre Mélanie Cognier, qui est là au premier rang, et qui est une des 150 citoyennes, citoyens, citoyennes, je ne sais pas comment on dit inclusivement à l'oral, bon bref, tirées au sort pour la Convention citoyenne sur le climat, qui doit rendre sa copie en avril, si ma mémoire est bonne, et votre serviteur. Et là, je serai là pour parler un peu du Haut Conseil sur le climat. Bonjour à tous, donc j'ai le plaisir d'animer cet échange entre Jean-Marc et Mélanie. Pour rendre les choses un petit peu plus vivantes et amusantes, on a imaginé de mettre des questions dans une grosse boîte et vous allez tour à tour piocher dans la boîte et chacun de vous deux devra répondre à la question. Donc si c'est Mélanie qui commence, Mélanie, tu commences à répondre à la question et après c'est à Jean-Marc de répondre à la même question. Il y a 6 questions, plus une question secrète que j'ai dans ma poche, donc, dont une question secrète que j'ai dans ma poche et à laquelle vous répondrez en dernier. Donc 6 questions, ça fait à peu près 2 minutes chacun pour répondre. Jean-Marc, 2 minutes pour répondre à chaque question. Oui. Et je vais mettre mon chrono. Ok, donc on va commencer par Mélanie. Mélanie, si tu veux bien tirer au sort et donc lire la question à voix haute. 2 pulls ou 2 degrés de plus sur le chauffage? Qui commence? Toi? Eh bien, moi, chez moi, je mets 2 pulls, voire un foulard, parce qu'il fait 18 degrés. On ne pousse pas le chauffage parce qu'en fait, 1 degré supplémentaire, c'est 10% de consommation énergétique, c'est ça? Donc l'idéal pour diminuer les rejets de CO2, c'est de baisser son chauffage. Donc l'idéal, c'est 19 degrés la journée, 16 degrés la nuit. 15, ça suffit, on met une bonne couette, un bonnet, et puis on n'a pas froid comme ça. Mais voilà, il faudrait que tout le monde baisse son chauffage et évite de se promener en t-shirt dans sa maison l'hiver. L'été, vous faites ce que vous voulez, mais... Et Mélanie, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais depuis que tu as été à la Convention citoyenne pour le climat ou tu avais déjà conscience de ça avant ? Alors, moi, j'ai toujours vécu dans des vieilles baraques qu'on a rénovées. Donc, en fait, il faisait souvent un peu frais et on s'est habitué à avoir 18, 19. Quand il fait 20, on a trop chaud. Et du coup, on le faisait spontanément. Mais depuis la Convention, ça m'a conforté dans l'idée qu'il faut baisser son faux chauffage pour réduire les rejets de CO2. Moi, je le faisais surtout pour réduire ma consommation d'énergie, mais comme tout est lié, du coup, avant la Convention, je n'avais pas forcément conscience, voilà. Mais aujourd'hui, plus. Ça... Et c'est peut-être indiscret, mais tu es chauffé comment ? Alors nous, on est chauffé moitié électrique avec des radiateurs à inertie, là, le truc qui... Je sais pas, c'est mon mari qui fait ça. Et sinon, on a un poêle à bois avec du bois, des bûches, là, pas des granulés, parce qu'on ne va pas partir sur l'impact carbone des granulés. Mais c'est un poêle à bois. Si vous voulez des détails, c'est des bûches de 50. On en a beaucoup dans le jardin, du bois. Voilà. Et de toute façon, moi, je voulais une autonomie énergétique. Parce je continue. On a connu la tempête de 2009 en Gironde. Donc, on est resté 8 jours sans électricité. Et on a vu tous les gens qui étaient à l'électrique. On a dit, nous, on est contents d'avoir une cheminée. Et arrivé en Sarthe, j'ai dit à mon mari, tu me remets un truc autonome. Je veux rien d'électrique parce que si jamais ça recommence, je veux pouvoir avoir chaud un minimum. Ok, donc on passe à Jean-Marc. Même question, 2 pulls. Qu'est-ce qu'il va répondre ? Gros suspense. C'est aussi la version 2 pulls et 2 degrés en moins. Ouais. Mais est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail ? Moi, je serais intéressée quand même de savoir si, par exemple, être chauffé au bois, c'est vraiment bon pour le climat. Dans la mesure où on ne déforeste pas, oui. Donc en France, comme on a aujourd'hui une superficie forestière qui est... Alors c'est toujours difficile de savoir exactement la gestion de l'inventaire forestier parce que le cadastre ne change pas nécessairement quand on coupe les arbres. Mais disons qu'en France, dans la limite du raisonnable, oui, se chauffer au bois, c'est une bonne idée. Et par ailleurs, se chauffer à l'électricité, c'est aussi globalement moins carboné que les autres solutions.
Mais alors pourquoi, je pose une question naïve, pourquoi Ségolène Royal avait dit il ne faut pas se chauffer, il ne faut pas faire de feu de bois à Paris? Ah, alors ça c'est très différent. D'abord, ce qu'elle voulait interdire, c'était les foyers ouverts, c'est-à-dire la fameuse cheminée devant laquelle on se love dans une couverture, là, Ouais. parce que le rendement de ce genre de cheminée est très mauvais. Le rendement d'un poêle à bois fermé ou d'un insert moderne est très bon. Ça se balade entre 60 et 80%. Le reste des calories est perdu dans la fumée. Une cheminée ouverte, on est plutôt sur 5 à 10% de rendement. C'est-à-dire que le reste est perdu, elle va chauffer les petits oiseaux. Et la deuxième raison, c'était une raison sanitaire. Il faut savoir que les logements en France, c'est les premières sources de particules fines devant les transports. Et les cheminées à bois, j'ai envie de dire en foyer ouvert, sont des grosses sources c'est des grosses cigarettes, hein. Donc c'est des grosses sources de particules fines. Mais pas en foyer fermé? Non, parce que la température de flamme est plus élevée, et en fait les particules fines, c'est la marque d'une température de combustion qui n'est pas très élevée. C'est-à-dire plus la température de combustion est élevée, et moins il reste de composés organiques, y compris sous forme de particules, dans ce qui est émis. D'accord. Il y a aussi une recirculation dans les foyers fermés qui permettent de brûler un maximum de... Oui, non, mais surtout la température de combustion est beaucoup plus élevée, et donc c'est ça qui fait la différence. Et il reste 10 secondes pour dire quelle est la meilleure façon de se chauffer? La meilleure façon de se chauffer, ça va beaucoup dépendre de la situation de départ. Quand on est chauffé avec un mélange d'électricité et de bois, c'est parfait, on y est. La pompe à chaleur, c'est également quelque chose qui est très bien. Quand on est au fioul, le simple fait de passer au gaz, c'est déjà mieux. Le fait de passer à l'électricité, c'est encore mieux. Enfin, la pompe à chaleur, c'est encore mieux. Et puis, par ailleurs, pour rebondir sur le début, il faut essayer de se chauffer en mettant pas des... Enfin, il faut, entre 2 degrés et le pull, il faut essayer de choisir le pull. Donc tout est relatif et tout dépend de là où on part. Donc deuxième question, cette fois-ci c'est Jean-Marc qui tire. Ah bah, moi non plus, mais je pense que je vais réussir à les lire. Alors, c'est facile. À quoi sert la Convention citoyenne pour le climat? C'est à moi de répondre à cette question? Non, en fait... Moi, c'est à quoi sert le Haut Conseil? Voilà, et Mélanie, voilà. Alors, il y a la réponse formelle et la réponse taquine. La réponse formelle en ce qui concerne le Haut Conseil, c'est que nous devons donner une fois par an un avis sur la trajectoire d'émissions de la France. Voilà, ça c'est la réponse formelle. La réponse taquine, c'est que je pense que c'est un truc de plus que Macron a trouvé pour gagner du temps. Et en ce qui concerne la Convention citoyenne pour le climat, je pense que malheureusement, il y a aussi une réponse formelle et une réponse taquine, et je pense que la deuxième réponse est aussi partiellement vraie. D'accord, mais donc pour la Convention, Mélanie va répondre. Pour le Haut Conseil, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors le Haut Conseil, comment ça marche? En fait, il y a un conseil lui-même et puis une équipe qui travaille. Donc il y a 6 permanents aujourd'hui, c'est de mémoire, au Haut Conseil, qui font l'essentiel de la production écrite. Le Haut Conseil lui-même, c'est 12 ou 13 personnes maintenant. On ne sait pas qui est Judas, qui se réunissent une fois par mois. Sous la présidence de Corinne Lequéré, qui est une franco-canadienne installée en Grande-Bretagne, comme ça, voilà, elle a un pied partout, et on essaye de fournir des avis. Donc on a la possibilité à la fois, on a un mandat, j'ai envie de dire formel, qui est de rendre une fois par an un rapport un peu structuré dans lequel on raconte des choses. On peut s'autosaisir, si on le souhaite, sur des sujets ad hoc. Donc on peut décider qu'on va répondre à une question que personne ne nous a posée. Et on est également tenu de répondre aux saisines gouvernementales. Par exemple, Elisabeth Borne nous a envoyé il y a quelques mois, enfin il y a même quasiment un an, une question qui était comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des méthodes d'évaluation ex ante des lois quand ça a un impact significatif sur le climat. Voilà. On se réunit donc une fois par mois et on a signé, j'ai envie de dire, les membres du Haut Conseil pour un jour de réunions plus les annexes par mois. C'est, au moins en ce qui me concerne, totalement bénévole. Je crois qu'il y avait une indemnité qui était prévue, mais je ne sais plus. Enfin bon, bref. Je sais que Corinne est rémunérée pour ça, mais c'est normal parce qu'elle a une charge beaucoup plus lourde. Les autres membres, à peu près personne ne l'est, je crois. Et votre rôle, ce n'est pas d'intervenir dans l'actualité, ou en tout cas quand il se passe quelque chose d'important vous concernant, parce que par exemple, il y a quelque temps, le gouvernement a dit, finalement, la SNBC, on ne va pas la respecter dans le prochain, on va augmenter le quota, et il n'y a pas eu de réaction du HCC. Non, alors c'est un débat entre nous.
c'est un débat entre nous, parce qu'à partir du moment où on choisit d'intervenir dans l'actualité, ça augmente d'un facteur 5 à 10 le temps qu'il faut y passer. Donc pour le moment, l'option qui a été prise, c'est de ne pas le faire. Mais là, c'était quand même un gros truc. Oui, je redis, à partir du moment où on s'invite dans l'actualité, ça veut dire qu'il faut accepter d'y passer du temps. Parce que ça veut dire qu'on devient visible, c'est même le but du jeu, et si on devient visible, on est sollicité. Donc ça nécessite d'y passer du temps. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise option, je dis juste, voilà l'option qui a été prise, et la raison pour laquelle elle a été prise, c'est une question de gestion du temps, et c'est une question de posture également, parce que pour le moment, l'option qui a été prise est celle d'être un organisme qui n'est qui n'est pas là pour réagir à des trucs de court terme, mais pour avoir un positionnement un peu installé sur des pas de temps un peu plus longs. Est-ce que ça sera utile ? Ça, c'est un autre débat, mais c'est ça l'option qui a été prise. D'accord. Ok, donc Mélanie, à quoi sert la Convention citoyenne pour le climat ? Alors moi d'abord j'ai une question. Qui a déjà entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat avant aujourd'hui ? Ah bah super. Alors là, je suis contente parce qu'en général, quand j'en parle autour de moi, on me dit non, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc c'est bien, je suis bien là, je vais rester toute la journée. Donc la Convention citoyenne, vous savez ce que c'est. C'est un regroupement de 150 personnes tirées au sort pour produire des mesures qui pourront être transformées en loi, décret ou référendum, qui en théorie seront présentés sans filtre à l'Assemblée nationale, c'est ce que nous a dit le président. Mais bon, on a appris depuis que ce serait lui en fait le filtre. Donc, ce sera lui le filtre. Il nous a dit qu'il allait, on va lui rendre nos mesures le 4-5 avril, et plus tard il veut nous revoir pour nous dire ce qu'il garde ou pas. Donc en fait, c'est lui le filtre, c'est pas l'Assemblée nationale. Donc l'ordre de mission, c'est réduire d'au moins 40% les rejets de CO2 d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale par rapport à 1990. Donc, mais nous, on s'est dit, d'abord on s'est dit, on ne prend pas en compte que les rejets de la France, on prend l'empreinte carbone. Et ensuite, on s'est dit, on ne prend pas par rapport à 90, on fait le maximum de ce qu'on peut donner. Et si on est à 40% par rapport à aujourd'hui, ce qui on ne sait pas. Mais voilà, donc en fait, on veut faire le maximum. Alors ça pourra avoir on sera peut-être pas très bien perçu quand on déposera les mesures début avril, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver que ce sont des mesures liberticides. Mais bon, comme je l'ai dit en début de session 5, c'est la guerre, quoi. Donc il faut prendre des mesures pour réduire vraiment les rejets de CO2. Après, nous, les mesures qu'on va proposer, comme je dis, on ne sait pas si ce sera appliqué. Effectivement, on a conscience qu'on est peut-être là juste pour faire joli, mais on fait ce qu'on peut. Mais il y a vraiment... parmi les 150 citoyens, un consensus général pour aller très loin, pour être radical, pour être liberticide, où il y a différents courants? Il y a quand même un consensus général, oui. On n'est pas. Après, il y a des mesures qui peuvent être plus. Au début, nous, il y a des mesures on a commencé à les étudier. On s'est dit non, ça c'est pas possible, c'est trop fort, ça passera jamais. Et au final, quand on s'est rendu compte de l'impact, on nous a expliqué. Tout le monde les a acceptés. Donc, ce que je dis tout le temps, c'est que si on informe, si on explique avant d'imposer, il y a de grandes chances que les mesures passent. Et dans la Convention, c'est ça. Dans les 150, c'est au début, on se dit non, mais on a une mesure là qui est forte. Il y en a qui nous disent mais ça passera jamais. Peut-être que si on l'explique ou si on y va doucement, ça finira par passer. Donc du coup, ça fait consensus quand même. Et puis on arrive à discuter entre nous et à se convaincre les uns les autres. Parce qu'en fait, on est 5 groupes de travail: se déplacer, se nourrir, travailler, produire, se loger, consommer. Et donc chaque groupe de 30 a étudié ces mesures, préparé ces mesures. Et donc les autres groupes viennent nous voir. Mais ça, pourquoi vous avez fait ça ? Quel est l'impact ? À quoi ça va servir ? Comment ça va passer ? Et du coup, on échange, on partage et je trouve que ça va finir sur un consensus et plutôt radical, ouais. Enfin, je garde l'espoir, mais plutôt radical. Et pour revenir juste à la question vraiment de base, à quoi sert la CCC si jamais, c'est possible, le filtre est très gros et que vous êtes hyper déçus? Est-ce que vous avez imaginé d'ores et déjà des moyens de réagir ou de mobiliser l'opinion publique ou
d'autres politiques ou le Shift, Jean-Marc ou le HCC, je sais pas. Déjà, il y a 250 personnes qui nous soutiennent là. Moi, depuis le début, ce que je dis, en fait, on a commencé début octobre. Moi, depuis le début, je communique dans la presse. J'ai rencontré députés, sénateurs, la population. Vendredi soir, j'ai fait la première soirée convention à Sablé-sur-Sarthe. On avait 1% de la population, c'est-à-dire 150 personnes. Mais en fait, depuis le début, on se dit tous qu'il faut fédérer la population, il faut informer un maximum sur la Convention, parce que c'est pas à 150 qu'on aura un poids sur le gouvernement. C'est si un maximum de personnes est informé, c'est ce qu'on fait et pourquoi on le fait, là il y aura un impact. Donc, ce qu'on fera exactement, on ne sait pas, on ne va pas sortir les armes avant de savoir si c'est validé, mais nous, on a l'intention de suivre nos mesures derrière de toute façon, et puis on verra ce qu'on fait le moment venu. Mais voilà, depuis le début, on essaye de communiquer autour de nous et de fédérer un maximum de personnes pour avoir, peut-être pas toute la France derrière nous, mais on espère. Okay. L'espoir fait vivre. Donc le message, c'est parlez-en autour de vous. Exactement, alors, communiquer. On a pris un petit peu de temps sur ces deux questions parce qu'elles étaient importantes, mais donc on continue. Mélanie, c'est à toi. Une carte de crédit pour mesurer son empreinte carbone. Alors, je ne sais pas si en fait, c'est une carte de crédit qui existe dans un pays, je crois que c'est le Danemark, elle s'appelle Doconomy. Je ne sais pas si elle est très utilisée, mais c'est sur le principe. Qu'en penses-tu ? Ça peut être une bonne façon de mesurer son empreinte carbone dans ses achats, mais les limites, c'est pour le coup, là, c'est sur volontariat. On a été abordé à la convention, on a eu des personnes nous ont contactés pour parler de la carte carbone. Après, nous, on a étudié un peu le truc, mais on s'est dit que c'était pas. On nous dit que c'est équitable, justice sociale et tout, mais c'est pas vraiment. On a considéré que c'était pas vraiment équitable dans le sens où c'est encore les plus riches qui peuvent racheter du carbone aux autres. Alors là, cette carte carbone d'économie là, c'est sur du volontariat, mais donc c'est forcément les gens qui sont conscients qui s'en serviront et qui pourront faire varier leur rejet de CO2 via ça, mais ça ne peut pas concerner tout le monde. Toute la question, c'est est-ce que cette carte serait obligatoire et sans pouvoir racheter le crédit des autres ? Jean-Marc, qu'est-ce que tu penses de cette piste ? J'ai un petit parallèle à faire. On a tous un compte en banque, ou à peu près tous un compte en banque. Et pour gérer un compte en banque par Français, c'est-à-dire quelque chose qui permet de compter des euros avec des plus et des moins, il faut 200 ou 300 000 banquiers dans ce pays. Donc je pense que si on avait tous un compte en carbone, avec un quota, indépendamment des questions d'équité, alloué en début d'année, et ensuite une comptabilité très précise du décompte de ce quota en fonction de ce qu'on consomme, il faudrait aussi de l'ordre de 200 à 300 000 personnes pour gérer le système, que je pense que ça va être un tout petit peu long à mettre en place, et donc je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec les pas de temps qu'on a devant nous. Donc personnellement, je suis beaucoup plus favorable, et au Shift on travaille plutôt là-dessus, sur des mesures qui sont à large spectre, assez bien ciblées, qui tapent dans les postes principaux et qui sont beaucoup plus des obligations de moyens qu'une comptabilité très précise faite personne par personne, parce qu'en fait, pour que ce truc-là marche, ça s'apparente à un rationnement. Oui. C'est le système des tickets de rationnement, en gros. Tout à fait. Pour gérer correctement un système de tickets de rationnement, il faut beaucoup de monde. D'accord. Voilà. Donc c'est ça, indépendamment de la question de l'équité. Donc c'est moi le principal inconvénient que je vois à ce truc-là, sans compter que par ailleurs, compte tenu du niveau de compréhension du problème dans la population dans son ensemble, et ça je pense que c'est l'enseignement majeur, moi, que je tire de l'expérience Convention citoyenne pour le climat, il faut d'abord passer par la compréhension du problème avant qu'on puisse discuter du moindre truc un peu contraignant, et ce qui aujourd'hui n'est pas le cas pour la population dans son ensemble. Donc on peut toujours discuter de ce genre de truc, mais je pense que c'est une discussion un peu sur le sexe des anges, pour le moment. Non, c'est sûr que, Mélanie, est-ce que effectivement l'urgence, c'est pas que tous les Français suivent la même formation que vous avez eue le premier week-end, où je t'ai entendu dire que vous aviez pris quand même une grosse claque et que...
Ça Si, semble effectivement, nous c'est en fait le premier week-end on a eu donc mise à jour sur l'état de la planète, le CO2, et le deuxième week-end on a eu on a évalué les leviers, les contraintes, et on s'est dit qu'un des gros leviers pour réduire les rejets de CO2 ce serait la communication et l'information de toute la population, parce qu'aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Alors il y en a qui ont pris vraiment une claque le premier week-end parce que je sais pas où ils habitent, mais apparemment ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un problème avec le réchauffement climatique. Et ensuite, il y a aussi le fait que, il faut vraiment informer, parce qu'une fois qu'ils ont été informés, on est tous au taquet. C'est ce qu'on dit là. C'est tout le monde est pour la réduction du CO2, alors qu'il y a des gens qui étaient même climato-sceptiques en arrivant, c'est qui croyaient pas trop. Non, franchement, c'était. La question, c'était. C'est bon. Non, mais c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est qu'une fois qu'on a pris conscience et qu'on est informé, on est OK pour y aller. Ah oui. Donc, moi, je le dis tout le temps. Il faut informer et il faut communiquer. Moi, je m'en sors bien, je communique, mais il faut absolument en parler partout autour de vous. Moi, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la Convention ? Vous communiquez, vous parlez, vous dites ce qu'est la Convention, vous informez sur le réchauffement climatique, sur l'urgence surtout, parce qu'il y a aussi ça, il y a le réchauffement climatique, ok, mais il y a plein de gens qui se disent, on a encore le temps, ça fait 40 ans qu'on nous dit que c'est le réchauffement climatique. Donc non. Mélanie, on va passer à la question suivante. Merci. Je crois que c'est à Jean-Marc. À pied, en vélo ou à cheval ? À cheval, évidemment, parce que je l'ai garé devant. Vous n'avez pas vu C'est quoi la question ? C'est qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce qu'il faut faire ? Les deux, en général. Alors, moi, j'ai de la chance. Je suis un CSP+, donc quand j'ai déménagé en dehors de Paris, où je ne me déplaçais quasiment jamais en voiture, j'étais obligé de rester dans la région parisienne et j'avais un cahier des charges qui était je vais être à distance marchande des transports en commun. Donc ça a été, et chacun sait que le prix de l'immobilier augmente quand on est à distance marchande des transports en commun, et moi j'avais cette chance, et donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je ne prends à peu près quasiment jamais la voiture, hors pour partir en vacances, parce que là j'ai pas encore gagné le combat. Et sinon, donc en région parisienne, je me déplace à pied, en vélo. Depuis la grève, je me suis mis un peu plus au vélo, donc ça va très bien pour se mettre au vélo. Et puis en transport en commun, quand je me déplace en France, c'est transport en commun, train. Je refuse systématiquement les conférences où il faut prendre l'avion. Et voilà, à peu près. Donc tu n'as pas pris l'avion depuis combien de temps ? J'ai pas pris l'avion depuis quelques années. Alors, la dernière fois que je l'ai pris, c'était parce que j'avais une fille en stage à l'étranger et que je n'ai pas su négocier pour y aller en train. Voilà. Mais sinon, à part ça, ça doit faire, je sais pas, pour des raisons personnelles, ça doit faire 20 ans ou 25 ans que j'ai pas mis les pieds dans un avion. Pour des raisons personnelles. Et professionnellement, j'essaye de le limiter vraiment au maximum. D'accord. Est-ce que tu n'as pas l'impression que cette question de mobilité, elle est vraiment perçue par les gens comme la plus liberticide ? Si, bien sûr. Faut quand même rappeler qu'on est des animaux et qu'on se déplace. Et du reste, les statistiques montrent que depuis aussi longtemps qu'il y a des statistiques, les gens font 3 déplacements par jour. Alors, je ne sais plus si c'est 3,2 ou 2,8, enfin bon, bref. Mais on fait 3 déplacements par jour en moyenne. Et on est câblé pour se comporter comme ça. Et par ailleurs, on se déplace en moyenne 1 heure par jour et on est câblé pour se comporter comme ça. Et donc, quand on augmente la performance des moyens de transport qu'on met à notre disposition, on ne se déplace pas moins longtemps pour faire la même chose, on se déplace aussi longtemps pour aller plus loin. Donc la manière qu'on a de se comporter est une manière biologique. Encore une fois, on est des animaux, on se déplace 3 fois par jour. Et donc les marges de manœuvre qu'on a là-dessus, c'est de se déplacer moins loin avec des modes qui demandent moins d'énergie. Et voilà, c'est ça. Mais penser qu'on va supprimer les déplacements, ça ne marchera pas parce qu'on est des animaux. Mélanie, sur cette question ? Moi, j'ai pas de cheval, mais je suis en voiture parce que j'habite à la campagne, entre guillemets, dans la province pour vous ici. J'habite du côté de Sablé-sur-Sarthe, à 5 km, et c'est pas loin, 5 km pour aller faire ses courses en vélo, sauf qu'il n'y a pas de piste cyclable, c'est une départementale, avec des bons gros camions qui sont censés rouler à 80, mais c'est plutôt 90.
Donc voilà, c'est la voiture chez nous. J'ai projet d'acheter un vélo assistance électrique pour essayer de me faire écraser sur la départementale. On verra ce que ça donne. Et voilà, nous, en milieu rural, on n'a pas accès aux mobilités douces du tout. Mais pareil, le collège est à 6 km de la maison. Les enfants pourraient y aller en vélo, mais non, c'est trop dangereux. Donc j'ai demandé, l'autre coup, on a vu un monsieur qui était responsable des infrastructures du transport et de la mer. Je lui ai demandé une piste cyclable de chez moi jusqu'à l'école. J'ai pas vu les camions encore. J'attends. Mais ouais, non, pour dire, en milieu rural, on n'a pas le choix. Et faire du covoiturage, j'ai créé un petit groupe covoiturage de mon village. En fait, on est 2 à partager dessus. Au lieu de m'envoyer un SMS, mon collègue essaye de communiquer sur la page Facebook pour montrer aux gens qu'il faut se bouger, mais c'est pas donc ça fera partie, j'imagine, des mesures qui seront dans la to-do list donnée à Emmanuel Macron. Dernière question. 15 secondes de pub. Le Shift vient de faire un rapport sur la manière de passer de l'auto-sol à n'importe quoi d'autre, justement dans les zones de moyenne densité, qui a été publié il y a quelques semaines. Voilà. Évidemment, on l'a publié à l'occasion des municipales. Voilà. Il est d'ailleurs super. Fin de la page publicitaire. Nous, on est en zone de très faible densité. 640 habitants dans mon village, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Donc le prochain, ce sera ça. C'est zone de très faible densité. Oui, chef. De la viande ou des lentilles? Donc, ça dépend. C'est pour réduire les rejets de CO2, c'est les lentilles, forcément. Donc, ça n'a que des avantages dans la culture, dans l'alimentation. Après, c'est Jean-Marc qui donne les chiffres. Mais en fait, avant nous, moi j'avais conscience déjà qu'il fallait manger moins de viande, mais mon mari, il voulait un petit morceau de viande tous les jours. Et aujourd'hui, depuis qu'il regarde la Convention, il nous suit, il a pris conscience de beaucoup de choses. En fait, il était un peu plus en retard par rapport à moi. Il paraît que c'est l'écoféminisme. Et du coup, j'avais un peu de mal à lui faire... C'est juste un couple normal, non? Comment? C'est juste un couple normal, non? Ouais, c'est ça, exactement. Donc il y a un peu de mal à comprendre pourquoi il faut manger moins de viande, pourquoi il faut acheter une gourde, pourquoi il faut arrêter les bouteilles en plastique. Et là, c'est bon, tout est validé. On mange de la viande 2 fois par semaine. Le reste du temps, j'ai fait l'autre coup des lentilles au curry. Il a dit, c'est super bon. Bah ouais, tu vois, ça se mange. Et donc voilà, n'hésitez pas à informer vos époux. Il n'y a pas beaucoup de femmes là aujourd'hui, ici quand même. Non, pas trop. Pourquoi est-ce que ça serait les femmes qui feraient la cuisine? Parce que c'est l'écoféminisme. Parce que le souci, j'ai remarqué dans beaucoup de couples, l'écologie arrive par voilà, peut-être que c'est valable qu'en province, je sais pas, moi j'habite en province. Est-ce que c'est vrai dans tous les couples, Jean-Marc? La réponse est non. Et par ailleurs, Mélanie a raison, parce qu'il y a quand même beaucoup de couples où c'est la femme qui commande, entre guillemets, même si c'est pas elle qui fait la cuisine. Mais qui commande... Donc on arrêtera là. Bon, on va passer vite sur la dernière question parce qu'il faudrait quand même laisser du temps. Mais moi, je ne parle pas des lentilles et du bœuf. Si, vas-y. Bon. Non, moi je voulais faire deux ou trois compléments. Effectivement, le cheptel bovin, c'est la moitié de l'empreinte carbone de l'alimentation d'un Français, donc c'est quelque chose de très important. Mais vous savez aussi que les éleveurs font partie des paysans qui sont les plus pauvres et où il y a les taux de suicide les plus élevés. Donc dire simplement on va manger moins de viande, toutes choses égales par ailleurs, c'est un truc qui ne va pas leur rendre service et c'est pas ça qui va repeupler les campagnes. Et donc il faut absolument que ce mouvement sur manger moins de viande, ce qui est effectivement nécessaire, ou exactement diminuer la taille du cheptel bovin, s'accompagne de mesures qui font que ça ne se fait pas au détriment des éleveurs. Et donc, il y a également toute la partie politique à penser autour de ça. Et notamment, moi, je milite maintenant pour un système qui ressemblerait à celui qu'on a sur les ENR, c'est-à-dire qu'il y ait des prix garantis en sortie de ferme, garantis par les collectivités, en échange de cahiers des charges pour que les éleveurs fassent les choses comme il faut, c'est-à-dire label, bio, pas de soja, enfin tout ce qu'on veut. Un élevage moins intensif, moins de têtes par personne, mais des prix au kilo beaucoup plus élevés pour les éleveurs, de telle sorte qu'ils gagnent plus d'argent et qu'on remette de la valeur ajoutée dans les exploitations. Voilà, donc il ne suffit pas de dire je vais manger moins de viande, ce que je fais aussi. Je pense qu'il y a aussi tout un sujet à concevoir autour de ça. Je ne sais pas si la Convention a un groupe agriculture ou pas, mais il y a tout un sujet à concevoir autour de ça qui est comment est-ce qu'on arrive à sortir de la situation dans laquelle on a mis les éleveurs,
Et là, on a un vrai sujet avec le libéralisme à l'européenne qui consiste à faire sur un certain nombre de sujets, à mon avis, plutôt l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Voilà, c'est ça Oui, et puis en plus, je crois, enfin je ne suis pas une spécialiste, mais je crois qu'on a encore besoin des vaches pour brouter les prairies. On a eu une présentation très intéressante ici même, il y a quelques mois, d'un chercheur au LID, donc au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, qui s'appelle Pedros Chatsimpiros. La vidéo est disponible sur Internet en basse définition, évidemment, dans lequel il expliquait que dans un monde sans combustible fossile, en fait, les amendements... aujourd'hui, il faut savoir que le gaz naturel, mais le gaz, sert à faire les engrais azotés qui permettent d'amender les sols. Et les engrais potassium et phosphore viennent par ailleurs de mines. C'est-à-dire que c'est transporté sur très longue distance grâce au pétrole. Dans un monde avec beaucoup moins d'énergie fossile, en fait, historiquement, les amendements venaient des animaux. Donc si vous n'avez plus d'animaux du tout, vous avez un sujet sur la fertilisation du sol. Donc il y a aussi un équilibre à trouver avec le cheptel. C'est pas juste une affaire... voilà, il faut regarder le système dans son ensemble. C'est justement pour ça que c'est compliqué. Ok, donc on passe à la dernière question qui est là. Et je vais la lire. Quelle question avez-vous le plus envie de poser à l'autre ? Qui commence ? Oui ? Alors moi, je demanderais bien à Jean-Marc, quelle est votre empreinte carbone, votre bilan carbone ? Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors il y a 3 postes sur lesquels, à mon avis, je suis bon et un poste sur lequel je ne suis pas bon. Les 3 postes sur lesquels je suis bon, c'est la consommation de produits manufacturés, parce qu'il y a 2 espèces d'hommes. Il y a ceux qu'il faut traîner dans les magasins et ceux qui y courent, et moi je fais partie de la première, donc j'ai pas eu beaucoup à me forcer. La deuxième chose sur laquelle je pense que je suis pas trop mauvais, c'est l'alimentation, parce que j'ai notamment considérablement réduit ma consommation de viande rouge. J'en mange quasiment plus depuis très longtemps. Et le 3e poste sur lequel je ne dois pas être trop mauvais, c'est les déplacements. Le poste sur lequel je ne suis pas bon, c'est le chauffage, parce que maintenant que les enfants sont partis, on est dans une grande maison chauffée au gaz, et donc ça ne va pas du tout. Voilà. Satisfaite de la réponse ? Jean ? J'ai pas de chiffres. Non, parce qu'il faudrait que je le refasse. Je crois, de mémoire, quand on l'a fait avec MyCO2, que j'étais aux alentours de 7 ou 8 tonnes par an de mémoire. Mais tout compris ? Tout compris, oui. Donc là, oui, ok. Jean-Marc, une question à Mélanie ? Moi, j'ai envie de poser la question qui est, à vos yeux, la chose qui sera la plus intéressante dans le fait d'avoir vécu la Convention citoyenne pour le climat, c'est quoi ? Alors, c'est les rencontres humaines. Toutes les personnes, les 150 de la Convention, tous les gens qu'on rencontre au CESE, tous les gens que j'ai rencontrés là, enfin, moi, je suis vachement dans l'humain. J'ai un métier qui fait que je suis dans l'humain. Hein, je suis auxiliaire de vie à domicile. Et en fait, j'adore rencontrer des gens, des nouvelles personnes. Et je trouve que donc, le plus enrichissant, ça a été ça. Et puis après, apprendre tout ce que j'ai appris, toutes les informations que j'ai... Parce que je suis allée à l'école un petit peu, mais c'était il y a 20 ans. J'ai fait un IUT que j'ai pas eu, mais bon, bref. J'ai ni des procédés. Et ça faisait longtemps que j'avais pas remis en route mon cerveau. Et du coup, ça, c'était aussi hyper satisfaisant d'apprendre tous ces trucs. Bon, moi, j'étais sur le groupe Se Déplacer, donc j'ai plein d'informations sur... Voilà, comment réduire son CO2. Donc, toutes les informations que j'ai reçues et toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est les 2 choses hyper intéressantes. On peut imaginer que vous allez vous revoir d'ailleurs, pour certains, parce que ça va être une fois que... Les 150 ? Ouais. Bah oui, on ne peut pas se laisser comme ça. Ouais. On est très loin les uns des autres, mais en fait, on a le projet de monter une association des 150 pour pouvoir justement continuer à se voir. D'ailleurs, je suis allée à Vannes, c'était quand mi-février, là, je suis allée chercher mon fils à Vannes, et il y a une des 150 à Vannes, donc on a bu un café toutes les 2. En fait, qu'on aille n'importe où en France, on a quelqu'un qui est pas loin, qui est à moins de 50 km de là où on est. Donc après, oui, on veut se monter en association pour garder le contact et continuer à se voir, suivre les mesures éventuellement pour, je sais pas, continuer l'information sur le réchauffement climatique et l'urgence. Non, on se lassera pas. Le collectif des 150, voilà. Par exemple, on n'a pas encore déterminé de nom ou de je ne sais quoi, mais... Ouais. On a un petit peu de temps pour les questions. Est-ce que quelqu'un veut poser
des questions à Mélanie et Jean-Marc. Alors là, il y a Madame en bleu. Merci. Bonjour. En fait, moi, je voudrais savoir si on pourrait hiérarchiser les priorités dans les mesures de réduction de gaz à effet de serre. Est-ce que ce serait d'abord la mobilité, ensuite la rénovation thermique des logements, la consommation numérique ? Donc en fonction des postes de rejet de gaz à effet de serre en France, les plus gros émetteurs, c'est les transports avec 31%. Donc il faudrait d'abord réduire les transports. Ensuite, c'est les logements. Donc on a le deuxième poste logement. Le numérique, ça arrive loin derrière parce qu'entre-temps, on a quand même l'alimentation, l'agriculture, on a aussi la consommation, mais ça, c'est plutôt sur l'empreinte carbone. Donc ouais, les premiers postes de réduction, c'est la voiture particulière. C'est d'ailleurs pour ça que le Shift, entre autres, a fait un guide de mobilité bas carbone. Voilà, Jean-Marc. Guide dont la synthèse est disponible au fond de la salle. Il y a une autre question là-bas. Moi, je vais revenir sur l'une des choses les plus importantes qui a été dite par Mélanie, c'est qu'en fait, il n'y a pas de passage à l'action si les gens n'ont pas envie d'y passer. Et pour avoir envie d'y passer, il faut comprendre dans quelle situation on est. Une fois qu'on a compris dans quelle situation on est, on a envie d'agir partout. Donc la question, en fait, sans vouloir être impoli, quelque part, elle n'a pas de sens, parce que ou bien on a vraiment envie de s'y coller, et à ce moment, on s'attaque à tout. Et ça devient un projet politique au sens noble du terme, c'est-à-dire on a une vision sur la manière dont on a envie d'organiser l'avenir et on met, ça devient un critère de tri, ça devient un critère de passage à l'action, ça devient un critère d'apprentissage et de compétences, enfin voilà, ça devient un critère de tout, quoi. Ou bien on n'a pas envie et à ce moment on bricole de manière cosmétique et la question n'a pas non plus de sens parce que finalement il n'y a rien qui est plus important que le reste, rien n'est important finalement. Ça passe après tout le reste et à chaque fois qu'on a un conflit d'objectifs entre la question climat et autre chose, et ben on arbitre en faveur d'autres choses. Bonjour, donc Clotilde Perret, je suis étudiante entrepreneuse et ingénieure chimiste de formation. J'ai une question par rapport à la Convention citoyenne pour le climat. Je voulais savoir entre le temps de dépôt de votre proposition et le retour du président, donc qui va a priori faire un filtre, quelle est cette durée et si pendant cette période-là, vous aurez la possibilité de communiquer en masse et si vous avez une stratégie de communication pour rendre justement un peu publique toute cette proposition et potentiellement avoir plus de personnes dans la balance pour faire, pas nécessairement pour faire pression, mais au moins pour peser un peu plus. On n'a pas encore le planning de retour du président de la République. Ensuite, on a prévu de communiquer, oui. Là, pour le moment, on n'a pas le droit de communiquer sur les mesures parce que rien n'est validé à 150, donc on ne va pas dire, voilà. Mais ouais, on a prévu de... Ouais. Enfin, personnellement, oui. Et puis, en fait, on est quand même une minorité à communiquer, à faire ce qu'on appelle les climat-apéros. Mais on a prévu plein de trucs. Dès qu'on va avoir le droit d'en parler, vous allez être submergés d'informations. Oui, bonjour, Hervé Bersegol, physicien. Une question pour Mélanie Cosnier. Dans la Convention citoyenne pour le climat, est-ce que vous vous êtes contenté de parler de ce que les Français peuvent faire ou de ce que, en France, on peut faire pour faire en sorte que le problème climatique soit résolu au niveau de la planète? Je m'explique. Essentiellement, les émetteurs, et plus on va aller, plus ça sera le cas, sont les pays qui veulent se développer. Donc il faut faire du développement, parce que ces pays-là ne vont pas arrêter de se développer. On parle de 1 milliard à 2 milliards d'Africains, etc. Donc est-ce que vous avez parlé de ça ou pas ? Alors nous, notre mandat, c'est sur la France. Donc à l'origine, c'est vraiment les émissions de CO2 de la France. On a pris l'empreinte carbone des Français pour les importations des produits de consommation, mais on ne peut pas faire de recommandations pour les pays en voie de développement où ça ne fait pas partie de notre lettre de mission. Déjà, on a 7 week-ends, c'est chaud, comme on dit. On aurait pu en avoir 5-6 de plus, ça aurait été aussi bien. Mais non, déjà, en fait, en week-end de travail, on en a 6, parce que le week-end, c'est le dernier, c'est restitution des mesures. Donc, non, on n'a pas eu le temps. Ce sera peut-être une autre convention. Parce que le but aussi, c'est que les conventions citoyennes soient pérennisées
et qu'il y en ait de plus en plus dans le futur. Jean-Marc, un mot là-dessus, non ? C'est pas du tout non plus la mission de HCC. Est-ce que ça peut paraître limitant ou frustrant ? Nous, on a exactement la même feuille de route, c'est-à-dire qu'on nous demande d'avoir un avis sur la trajectoire d'émissions de la France, et la trajectoire d'émissions, c'est au sens de la Convention climat, donc c'est aussi des émissions domestiques. Donc de temps en temps, on s'autorise d'avoir des avis sur l'empreinte carbone, mais globalement, c'est les émissions domestiques qui sont l'objet de notre mandat. Oui, parce que la CCC, c'est l'empreinte globale. Ah non ? Non, c'est pareil. D'accord. La Convention citoyenne, c'est les rejets de CO2 des Français. Mais nous, en fait, on s'est saisi de l'empreinte carbone. D'ailleurs, quand le président de la République, une de mes collègues, Annie, lui a demandé si on pouvait tenir compte de l'empreinte carbone, il a dit oui. Bon, ça ne veut rien dire. Mais non, nous, dans le... C'est ça, c'est multiplié par 2. Ouais. Donc, relocalisation des industries, tout ça, on en parle, mais... Ok, une dernière question, on a le temps ou pas ? Ou il y en a Oui. plein ? Oui, non, ok. Oui, bonjour Jean-Paul Leglève. Dans vos réflexions, quid de la prise en compte de cette problématique dans les programmes scolaires, dans l'enseignement pour une prise de conscience le plus tôt possible des enfants, des élèves voilà. C'est à qui la question ? À qui veut bien répondre Alors nous, c'est un des premiers points qu'on a abordé dès le début, l'information dès le départ. L'essentiel, le principal, c'est quand même d'informer la jeunesse à l'école. Et apparemment, moi, je discutais avec un prof de SVT, je crois au Climapéro du mois de décembre à Paris, qui disait que c'est dans les programmes, en fait, le réchauffement climatique. Tiens, d'ailleurs, j'ai un truc à vous dire. C'est dans les programmes. Mais du coup, ils le font, puis comme ils voient qu'il n'y a pas d'impact, les profs, enfin, moi c'est ce que m'a dit cette prof-là, je ne mets pas tous les profs dans le même panier. Apparemment, comme ça n'a pas d'impact, il y en a qui ont arrêté d'informer sur le réchauffement climatique parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien. Et donc, Jean-Marc, j'ai ma fille qui est en 5e, et le prof a pris comme extrait un morceau d'un livre écrit par Jean-Marc Jancovici, la différence entre le climat et la météo. Voilà. On va prendre 2 dernières questions, sauf contre-ordre de la part de Moi, Juliette ou impératif. Mais... J'ai un complément là-dessus. Au Shift, on a travaillé sur l'enseignement supérieur. Et en fait, la question de la formation n'est pas limitée à l'enseignement initial, primaire et secondaire. Il y a également un énorme sujet dans les entreprises. Moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est qu'une entreprise qui prétend être sérieuse sur la question ne l'est pas tant que la totalité de son encadrement n'est pas passée par 10 heures de cours pour comprendre de quoi on parle. Donc il y a là aussi, et là, ça ne dépend que du patron de dire oui, effectivement, on va faire ça. Donc pour tous les gens qui sont dans les entreprises, il y a un truc qu'on peut très bien demander au sein d'une entreprise, et ça ne dépend pas de l'éducation nationale, et ça ne dépend pas de je ne sais pas quoi, c'est juste que dans la formation continue, il y ait de quoi comprendre de quel problème on parle. Donc j'insiste là-dessus, il y a des endroits où on peut avoir des effets de levier qui ne sont pas négligeables, parce que la réaction qui a été décrite par Mélanie, c'est-à-dire une fois qu'on sait, on tombe de sa chaise, elle peut s'observer chez les adultes, pas juste chez les enfants. Et une bonne manière de provoquer ça chez les adultes, c'est dans le cadre du travail. Donc ça, on l'a abordé aussi, informer dans les entreprises. Et au niveau du service national universel qui va être mis en place, là, il faut prévoir un temps de formation sur le climat. Moi, je suis quand même un peu étonnée de dire que quand tu dis que c'est obligatoire, parce qu'il y a justement eu tout un mouvement, notamment mené par Valérie Masson-Delmotte, qui dit qu'il faut absolument inclure les enjeux climat et biodiversité. Ouais. Et puis, il y a eu ce fameux truc autour du Conseil supérieur des programmes où ils ont ils ont invité des climato-sceptiques. Il y a aussi un sujet de formation des enseignants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que c'était dans les programmes, il faut que les enseignants eux-mêmes aient le temps de regarder ce qu'ils doivent enseigner, de s'acculturer, etc. Donc tout ça est lent. Si les programmes sont définis par l'État, les supports de formation, eux, ils sont pas mis à disposition dans la foulée. Donc ça veut dire que les gens sont un peu en mode démerde-toi. Voilà, donc c'est pas aussi simple que ça. Donc on prend encore 2 questions que je ne vois pas. Donc Toujours, bonjour.
Ici. Ah. Bonjour, Yves Guillemot, donc justement Shifters et membre de l'association des directeurs financiers justement d'entreprise. Je reviens sur la question de la formation initiale que vous avez eue, la claque du premier week-end. Comment était-elle faite et qui faisait cette formation? Parce que c'est le sujet important, la formation justement, l'information. Alors, on a vu Valérie Masson-Delmotte qui nous a expliqué le réchauffement climatique, donc je pense que c'était pas mal déjà. Ensuite, tout le monde n'a pas pris une claque, hein. Faut pas non plus... Enfin, moi, j'ai pas pris une claque, j'étais au courant. Hein. Et alors, si vous voulez voir exactement comment ça s'est passé, toutes les vidéos sont sur le site de la Convention citoyenne pour le climat, toutes les vidéos publiques. Donc ça quand on est à 150, on est filmé, c'est retransmis. Donc vous allez pouvoir, parce qu'en fait, je ne me souviens pas de tout, parce qu'on a eu en tout plus de 100 intervenants depuis le début, dont Jean-Marc qui est passé 6 minutes. Je ne suis pas resté longtemps. Mais après, on a bu un coup ensemble, c'était bien. Mais ouais, voilà, on a eu plus de 100 intervenants, donc je ne me souviens pas de tout le monde. Je sais que c'était Valérie Masson-Delmotte qui c'est elle qui nous a fait. Donc ouais, il y en a beaucoup qui sont tombés de leur chaise à ce moment-là. Bon, après. Donc la dernière question. Moi, j'ai une remarque parce que j'y étais, comme disait l'autre. Le jour où je suis passé, j'ai eu, dans l'axe, c'est à la fois une remarque et une question. J'ai trouvé que l'intervention de Laurent Michel, c'est-à-dire le patron de la DGEC, était totalement inutile parce que, au lieu de vous parler du problème à traiter, il vous a embrouillé l'esprit avec tout un tas de points de détail sur la réglementation qui n'avaient strictement aucun intérêt, à mon avis, pour le travail que vous aviez à faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Elle est d'accord, mais je pense qu'il faut passer à la dernière question. Juste pour dire, on comprenait à peine ce qu'il disait, en fait. Il est très gentil, ce monsieur, mais... Ok, donc la dernière question, je ne sais pas où elle est. Qui a le micro? C'est fini, mais du coup, on peut en prendre une autre. Voilà. Oui. Non, il y en avait une. Bonjour, oui. Xavier Badiche, je voudrais juste revenir sur un point. Jean-Marc, vous avez dit, vous avez cité de gagner du temps. C'est une stratégie pour gagner du temps. Est-ce que vous pourriez préciser Quand vous ne savez pas quoi faire, une très bonne manière de montrer que vous agissez sans rien faire, c'est de créer une commission ou de créer un organisme ou de créer n'importe quoi en disant « j'écouterai avec attention ce que ces gens-là vont me raconter ». Donc je pense que c'est une manœuvre dilatoire. Quand vous avez des idées très très claires sur ce que vous avez envie de faire, vous le faites. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels notre président a les idées très claires sur ce qu'il a envie de faire. Donc il n'a pas dit qu'il allait faire une commission, il a dit qu'il allait le faire. Ça peut être une connerie, c'est pas le sujet, mais au moins il dit qu'il sait ce qu'il veut faire et donc il le fait. Là, on voit bien qu'il tâtonne. D'abord, il a été chercher Hulot. Hulot a pas fait grand-chose. Ensuite, enfin voilà, et en fait les éléments, comment dire, les points de sonde que à mon niveau je peux avoir en ayant discuté avec des gens qui sont dans l'entourage du gouvernement en place, soit des conseillers, soit quelques ministres, soit etc., montrent qu'ils se cherchent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont, si je suis un peu cash, dans les grandes lignes, toujours pas compris le problème à traiter. Et par ailleurs, comme ils n'ont pas compris le problème à traiter et qu'ils n'ont pas réfléchi avant de rentrer en fonction, ils n'ont pas un truc clair dans leur esprit qui est on va faire ça, pas ça, etc. Donc vous voyez bien que c'est tout ça. Donc il y a 3 machins qui sont distribués à droite et à gauche, mais il n'y a pas de ligne claire. Un truc parmi d'autres qui le montre, au moment où Notre-Dame-des-Landes a été arrêtée, sauf erreur de ma part, le mot climat n'a pas été prononcé dans le discours d'Édouard Philippe. Alors que c'était quand même un truc, enfin je veux dire, c'était gros comme c'était l'éléphant dans la pièce, quoi. Bon. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont juste à la rue et donc ils gagnent du temps. Parce que s'ils savaient quoi faire, ils nous sortiraient un petit 49.3 pour le climat, mais apparemment... Donc malheureusement, on doit arrêter les questions, et sauf moi, j'ai encore le droit d'en poser une. Qui m'a été soufflée par Jean-Noël. Donc, pour passer à l'action, qu'est-ce qui vous paraît à chacun de vous le plus facile de là où vous êtes en tant que citoyen, en tant que président du Shift ou en tant que membre du HCC pour Jean-Marc et Mélanie, de quelle place, parce que là, on a bien compris que tu ne pouvais pas parler en tant que membre du CCC pour l'instant, de la CCC, mais voilà. À quel moment tu vas pouvoir passer à l'action? Est-ce qu'il faut
faudra attendre la fin de la CCC. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on attende que les mesures soient validées à 150. Il y en a peut-être qui vont disparaître, être amendées et acceptées au premier coup. Après, ce qu'il faut faire dès aujourd'hui, je vais me répéter, c'est informer et communiquer sur les shifters qui font leur boulot. Là, c'est super. Mais il ne faut pas faire que dans les grandes villes et à Paris. À Sablé, vous voyez, je vous ai dit, les gens étaient super contents. On a même eu, il y avait d'ailleurs, il faut que je l'informe, à Lyon, il y avait un climat-apéro en même temps. Ils étaient entre 80 et 100. Nous, on était 150 à Sablé. Donc, s'il y avait eu 1% de la population lyonnaise qui était venue au climat-apéro de Lyon, ça aurait été bien. Mais là, donc, les gens sont demandeurs, ils attendent, ils veulent savoir ce qui se passe. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer, à informer la population. Ok, donc Mélanie, informer, communiquer, parler du climat, Jean-Marc ? Il y a les deux à la fois. Alors moi j'en ai marre d'entendre parler de Sablé. Je suis allé à Loudun, c'est la moitié de la population de Sablé. Hein, bon. Et ils étaient 500. Vous n'avez pas voulu venir à Sablé, hein, si vous voulez que je vous dise. Oui, parce que le week-end je fais relâche. Mais un autre jour, j'y viendrai avec plaisir. Donc non, juste, en fait, il faut jouer sur deux tableaux. Il y a un tableau information qui aujourd'hui reste un truc absolument essentiel. Et moi, je suis rassuré d'avoir entendu Mélanie dire que les gens ont envie de comprendre, parce que je pense que c'est la première contrepartie qu'on a à offrir à des gens qui par ailleurs vont se prendre une claque. C'est-à-dire le découvrir la situation et la difficulté d'avoir à la gérer, c'est difficile psychologiquement. Et à ce moment-là, la seule contrepartie qu'on peut offrir, c'est d'arriver à faire en sorte que des gens comprennent des trucs qu'ils sentent confusément, mais qu'ils n'arrivent pas à décrire et à articuler. Donc il y a ça, et puis la deuxième chose, c'est quand même de réfléchir un peu au moment où on communique, à avoir déjà les embranchements pour l'action, c'est-à-dire les trucs auxquels il faut réfléchir de façon un peu concrète une fois qu'on réalise la situation, parce que si on dit juste aux gens, il y a un gros problème, il faut se bouger, et puis clac, on s'arrête là, on laisse quand même un peu les gens en l'air, et là on va déclencher des réactions de déni, donc il faut quand même avoir un peu travaillé à l'avance sur les pistes dans lesquelles on peut partir, ce qu'on essaye de faire au Shift, ce qu'on essaye de faire dans mon métier par ailleurs. Non pas que le chiffre soit pas un vrai métier, mais bon. À Carbone 4. Et donc il faut faire les deux en parallèle de mon point de vue. Il y a à la fois un sujet d'explication qui reste encore très, très imparfaite. Et là, puisqu'il y en a un dans la salle, je refais mon couplet sur les médias qui sont absolument pas à la hauteur de la diffusion d'une information qui permet à la population dans son ensemble de comprendre de quoi il retourne. Et par ailleurs, il y a un vrai sujet de travail sur des pistes concrètes. Parce que si on ne fait pas les deux en même temps, on perd beaucoup de gens en cours de route. Ok. On arrête là ? Non mais...